Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. On va parler de stratégie immobilière, stratégie en investissement locatif. On va attendre que tout le monde arrive. On va peut-être vous demander de mettre un petit coucou, bonjour, salut, hello, hi, dans la langue que vous voulez, dans le chat, dans les commentaires, pour qu'on puisse vérifier que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien aussi. Puisque on va partager après la présentation. Voilà. Salut Mathieu, ravi de te recevoir ici sur ce webinaire. Est-ce que Mathieu est tout seul? Salut Myriam, enchanté, bienvenue à toi. Salut Shiraz, salut Nelson, ravi de vous voir tous ici. Salut Nadia, salut Axel. Bon, parfait, vous nous entendez bien a priori, vous nous voyez, c'est cool. J'ai mis une petite musique de fond que je peux même accélérer. Ça c'était pour l'intro, mais on va passer de suite à la présentation et puis les retardataires nous rejoindront. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va parler de deux choses, deux stratégies totalement différentes. La première, une stratégie cash flow qu'on a vu pulluler sur les réseaux sociaux et partout sur le web ces dernières années. Du fait quoi? Du fait surtout de l'argent pas cher, donc on le verra. Et puis stratégie patrimoniale, qui est plutôt la stratégie, on va dire, historiquement prisée par les investisseurs immobiliers, qui est une stratégie à moyen long terme, voire même très long terme des fois aussi, puisque l'immobilier, on le sait tous, c'est du long terme. Je vais être tout seul aujourd'hui. Ça fait longtemps que je n'ai pas animé de webinaire tout seul. Donc, n'hésitez pas, surtout tout au long du webinaire, à participer, à poser vos questions. J'y répondrai à chaque fois en temps voulu pour éviter de cumuler toutes les questions. À la fin, les habitués savent déjà de quoi il s'agit et connaissent le principe. Voilà, donc rapidement, je vous propose quand même qui on est, Artae, puisque c'est Artae qui organise ce webinaire aujourd'hui. Artae, c'est une société que j'ai fondée il y a maintenant quasiment 3 ans et qui accompagne les investisseurs à investir dans l'immobilier de manière clé en main. Ça veut dire que on s'occupe absolument de tout, de la définition du projet jusqu'à finalement la gestion locative derrière, la mise en location. Voilà. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, ce n'est pas le cœur du sujet, mais sachez qu'en tout cas, on a une belle équipe pour accompagner tous les investisseurs dans plusieurs régions de France que vous avez ici, à savoir l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, et puis aussi Portugal actuellement. Voilà. On va juste, si on peut juste éteindre, parce que ça s'entend vachement. Et on va juste éteindre un peu le chauffage, parce qu'on s'est pelé un petit peu ici dans la voûte. Donc on a mis un peu le chauffage. Voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On va parler de comment définir votre stratégie, comment comparer aussi. On va comparer les deux stratégies vraiment et on verra aussi est-ce qu'il existe une stratégie hybride qui peut finalement convenir au meilleur des deux mondes. Et puis, on va vous définir aussi qu'est-ce qu'est l'enrichissement latent, un concept que j'ai développé dans mon livre S'enrichir grâce à l'immobilier. Pourquoi il est important de le calculer et pourquoi il est important d'avoir conscience en fait des trois piliers qui composent l'enrichissement latent. On le verra en détail tout à l'heure. Et puis, on vous présentera toujours, comme d'habitude, des cas concrets parce que en vrai, la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est bien plus intéressant et surtout bien plus concret pour vous, in fine. Voilà. Ça, c'est une petite partie de l'équipe. Voilà, on est un peu plus nombreux maintenant. Comment définir votre stratégie d'investissement? On va commencer par là. Déjà, première chose, c'est définir vos objectifs. Quel est votre but? Pourquoi vous voulez investir dans l'immobilier? Est-ce que c'est pour constituer un patrimoine, transmettre plus tard, avoir une résidence secondaire? Ça peut être aussi un type d'investissement. Améliorer vos revenus, améliorer votre retraite, avoir de la liberté financière. Voilà. On a tous des buts différents dans la vie qui vont régir des objectifs aussi différents et donc on va devoir adapter une stratégie. Mais ces objectifs-là, ils doivent se mettre en face d'une temporalité, d'un horizon. Donc, c'est quand est-ce que je veux atteindre ces objectifs? Est-ce que je veux les atteindre dans 10 ans, dans 5 ans, dans 2 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, à la retraite? Donc, ça peut être finalement une atteinte par événement ou une atteinte pardon, juste en termes de timing. Donc, il faut juste que vous ayez en tête vraiment là où vous voulez aller et quand vous voulez y aller. Et avec ça, ça va vous permettre vraiment de définir votre projet, de mettre un cadre à tout ça dans vos recherches, puisque vous allez établir une stratégie. Et une fois que la stratégie va être établie, vous allez pouvoir mettre des jalons pour atteindre votre objectif à terme, au terme voulu.
Je rentre pas dans les détails ici parce que on a fait, tout un webinaire déjà pour, définir ses objectifs et comment définir sa stratégie en immobilier de manière générale. Mais je voulais vous rappeler quand même que c'est important déjà de démarrer par là. Alors, pour ce qui est des stratégies dont on va parler aujourd'hui, qui sont les 2, on va dire, principales écoles, d'investissement immobilier locatif. Alors, on parle d'investissement immobilier locatif, notamment avec l'effet de levier, hein, surtout. Voilà, avec donc de l'emprunt bancaire, puisque c'est aujourd'hui ce qui fait la force aussi de l'investissement locatif versus d'autres typologies d'investissement comme les marchés financiers ou autres. Première chose, stratégie à cash flow. Deuxième chose, stratégie à long terme, donc stratégie patrimoniale. Le cash flow, on va dire, c'est une stratégie plus court-termiste. Stratégie patrimoniale, plus long-termiste, hein, moyen-long-termiste. Alors que le cash flow va être plutôt court-moyen-termiste. Donc ça veut dire qu'au milieu, on va retrouver quelque chose quand même qui est plutôt moyen-termiste, qu'on pourrait appeler, on le verra tout à l'heure, peut-être stratégie hybride. Quelles sont les principales différences? Alors, on vous a mis 2 comparaisons, ligne par ligne, pour que vous voyez bien quand même la différence. Évidemment, c'est pas tout l'un ou tout l'autre. Il y a toujours des investissements qui vont, avoir des avantages et des inconvénients plus ou moins forts dans chaque stratégie. Mais de manière générale, si on veut, on va dire généraliser, un investissement à cash flow va générer ce qu'on appelle à tort souvent, du cash flow positif, hein. Parce qu'on peut avoir un cash flow positif en étant en excédent de trésorerie négatif. Mais vous allez avoir un excédent de trésorerie, on va dire mensuel, positif. Donc ce que les investisseurs appellent communément le cash flow positif. Alors que de l'autre côté, sur du patrimonial, vous allez être soit en autofinancement, soit avoir un cash flow négatif. Et dès qu'on dit négatif, ça a une connotation du coup négative dans l'esprit, alors qu'en soi, c'est juste, un équilibre de trésorerie. Et donc là, vous allez devoir faire un effort d'épargne pour compenser finalement le fait que les loyers ne couvrent pas toutes les charges relatives à l'investissement, soit de manière mensuelle, soit trimestrielle, soit de manière annuelle, peu importe. Mais en tout cas, in fine, vous aurez un effort à faire. D'un côté aussi, sur l'investissement à cash flow, vous aurez un rendement, donc un taux de rendement annuel qui va être important. Et puis de l'autre côté, sur le patrimonial, vous aurez un rendement annuel faible. Exemple, sur un investissement à cash flow, on va vite être sur un rendement brut autour de 10-12%. Sur un investissement patrimonial, on va plus être autour des 5-6%. Voilà, donc quasiment 2 fois moins sur certains investissements patrimoniaux versus des investissements à cash flow. Ça, c'est une vision, encore une fois, court-termiste, puisque le rendement annuel est juste un indicateur annuel et n'est pas un indicateur qui s'apprécie sur le temps de détention d'un investissement au global. Je vous invite d'ailleurs à écouter, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne me suis pas trop présenté, mais j'anime un podcast qui s'appelle Money Tree, hein, l'arbre donc de la fortune, l'arbre de l'argent, toutes les semaines, et je traite notamment de ces sujets-là, rendement versus rentabilité, comment aussi faire la différence. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais je vous invite à taper rendement versus rentabilité et mon nom ou le nom du podcast, et vous trouverez un peu de contenu là-dessus. D'un côté, sur le cash flow, on a un enrichissement qui est instantané, puisque du coup, on a une trésorerie excédentaire, donc on a du cash, on peut l'utiliser, on peut le réinvestir, on peut faire quelque chose. Et puis de l'autre côté, on est sur le patrimonial, on est sur des plus-values latentes, puisqu'on est sur un bon emplacement, une bonne ville, on va dire du patrimoine qui s'apprécie plus dans le temps. Pourquoi? Parce que justement, on a cet emplacement qui va être premium, on a cette localisation qui est plutôt rare, alors que sur les investissements à cash flow, on va avoir un choix immense parce qu'on va pouvoir aller hors des grandes villes et puis on va avoir beaucoup moins de concurrence sur l'emplacement, beaucoup moins de rareté sur la typologie de biens qu'on veut atteindre. Donc plus facile à acheter aussi. Mais on le verra sûrement plus difficile à vendre parce que à la sortie, finalement, la facilité que vous avez eue, c'est les acquéreurs qui vont l'avoir en face de vous et quand vous êtes vendeur, vous serez dans l'autre situation. On a une faible valeur vénale aussi d'un côté puisque on achète souvent moins cher au mètre carré dans des investissements, dans des villes en tout cas ou des villages à cash flow, et on va acheter, plus cher forcément dans des grandes villes, ça vous vous en doutez et encore plus quand c'est bien placé, hyper centre de grandes villes ou même de villes moyennes. On a, je le disais, une liquidité incertaine d'un côté, puisque si on a eu une facilité d'accès et de négociation à l'entrée, c'est toujours plus difficile aussi quand on est côté vendeur à la sortie, puisque les gens qu'on va avoir en face vont vouloir avoir les mêmes avantages que vous avez eu à l'entrée, puisqu'ils auront souvent le choix sur cette typologie-là de marché. Risque de vacances locatives, pourquoi? Parce que souvent, ce sont des zones où il y a peu de tension locative. Et puis, versus le patrimonial, où là, on va être dans des
villes où il y a une énorme tension locative, voire une tension locative importante sur une typologie ou 2 typologies de biens aussi précisément, mais de manière générale dans les grandes villes, c'est assez généralisé sur les typologies de biens. D'un côté aussi, vous allez avoir une différence, avec la qualité, on va dire, des locataires et du profil des locataires. Sur des investissements à rendement à court terme, vous allez trouver plutôt des locataires, on va dire CSP-, ou en tout cas qui sont loin d'être CSP+. Et sur du patrimonial, vous allez avoir du CSP+, voire des enfants de ménages CSP+. Donc CSP, c'est catégorie socio-professionnelle. C'est comme ça aussi que statistiquement, on peut classer les ménages par revenu, par catégorie d'emploi ou autre. Donc voilà, grosso modo, c'est des ménages qui vont être plus haut de gamme sur des investissements patrimoniaux que vous aurez en locataire. Et puis, c'est sûr, sur une grande ville, on a une cible qui est beaucoup plus large parce que sur une grande ville attire énormément de profils, différents, énormément de, on va dire, de typologies aussi, d'actifs. C'est-à-dire, ça peut être de l'étudiant, ça peut être du jeune actif, ça peut être, du, retraité, mais ça peut être également, la famille avec plus ou moins d'enfants, ça peut être voilà, du salarié, de l'entrepreneur, ça peut être tout le monde. Sur des plus petites villes éloignées des grandes villes, la dynamique économique est bien moindre, donc on va restreindre cette cible. Donc, on aura peut-être moins de candidats aussi sur la partie location, en plus d'avoir une qualité de locataire qui va être amoindrie. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que l'un ou l'autre n'est pas plus intéressant. C'est juste que ce sont des stratégies qui sont différentes et surtout le risque associé est totalement différent. Comme je l'ai mis en bas, rendement élevé égale risque élevé. Ça, il n'y a pas photo, c'est toujours le cas. Il y a le couple rendement-risque, il existe dans tous les types d'investissements. Et comme je le disais, le rendement est différent de la rentabilité. Le rendement, vision court-termiste, annuel, j'ai mon taux de rendement, j'ai mon truc, ok. Rentabilité, vision globale de l'investissement, une fois qu'on a arbitré et soldé cet investissement. Pourquoi? Parce que si vous vendez votre investissement moins cher que vous l'avez acheté, il va falloir réintégrer une moins-value, réintégrer une perte dans toute la durée de détention, et donc ça va vraiment baisser votre taux de rendement initial. Donc la rentabilité globale d'investissement sera moindre que votre rendement annuel. Et in fine, ce qui compte, c'est la rentabilité globale de l'investissement, pas que le rendement. Voilà, j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, j'enchaîne et si je dois revenir un petit peu en arrière, je pourrai le faire. Et puis, on peut avoir une stratégie un peu hybride. Donc, encore une fois, je crois et je suis persuadé que l'une ou l'autre des stratégies n'est pas la meilleure, n'est pas meilleure que l'autre. Elle doit toujours répondre à, rappelez-vous, vos objectifs, votre horizon. Horizon court terme, prenez du risque, allez sur une stratégie plus court-termiste. Horizon long terme, pourquoi prendre du risque alors qu'on peut faire quelque chose de plus sécurisant avec une liquidité beaucoup plus certaine, des plus-values latentes aussi plus certaines. Alors c'est toujours hypothétique, la plus-value latente, évidemment, mais de la même manière, louer à tel prix dans telle ville sans vacances locatives, ça reste aussi hypothétique quand on a une vision court terme. Le monde de l'investissement est un monde d'hypothèses, quoi qu'il en soit. Donc, on part toujours d'hypothèses. Et c'est pour ça que c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. Et donc, à la fin de l'investissement, qu'on est capable de savoir vraiment quel a été notre rendement. Si je reviens sur la stratégie hybride. La stratégie hybride, c'est une stratégie qui va être un peu entre les deux. On en a repris à peu près les points de comparaison du slide précédent. On va dire que c'est un investissement qui va être en autofinancement avec un apport qui va être relatif. Un apport relatif, ça va être entre 10, aujourd'hui, compte tenu des taux actuels, entre 10, 15, voire 20%, dépendamment, mais entre 10 et 20%, on va dire, pour faire large, d'apport. Donc, ça veut dire que vous apportez les frais de notaire et potentiellement, voilà, 0 à 10% de plus d'apport sur le reste du projet, sur le coût du projet hors frais de notaire, finalement. Il va y avoir un rendement modéré. Donc, on ne va pas être à 8-12, on ne va pas être à 5-6 brut, on sera peut-être à 7-8. Donc, on va être sur quelque chose d'un peu entre les deux. On va avoir donc un enrichissement à moyen terme. On n'a pas sur une. C'est un peu là où se croisent les deux stratégies finalement. Euh, Court et moyen terme sur la stratégie cash flow, plutôt moyen long terme sur la stratégie patrimoniale. Là, on va être vraiment à l'orée des deux. Donc, ça va être quoi? Une ville moyenne, un bon emplacement dans la ville moyenne. Voilà, ça va être plutôt ça. Une ville moyenne, c'est quoi? Entre 40 et 100 000 habitants. En tout cas, nous, c'est ce qu'on considère dans les régions dans lesquelles on opère.
Prix au mètre carré, entre 2 500 et 3 000 €. Ça peut aller un peu au-dessus, ça peut aller un peu en dessous. Il fallait bien mettre un chiffre pour que vous ayez une idée. Donc, on va dire entre 2 500 et 3 000 €. On est dans une ville moyenne. On est dans une ville qui permet de faire des travaux pour valoriser le bien sans se bloquer à la revente parce qu'on serait hors du prix du marché tellement on a trop rénové, par exemple. Ça aussi, il faut faire attention. Et puis, on est dans des prix qui restent accessibles. On n'est pas dans du 8 000 – 10 000 € du mètre carré et on n'est pas non plus dans une offre à 1 000 € du mètre carré où, encore une fois, ça va être compliqué d'aller faire des travaux, ça va être compliqué d'investir dans votre patrimoine et de l'entretenir correctement puisque les travaux, ça coûte cher. Donc, on peut vite, vite, vite quand même dépasser le prix du marché. On a une perspective aussi d'appréciation du marché qui est intéressante. Donc, on n'aura peut-être pas la perspective d'un marché très dynamique d'une grande ville, mais il peut y avoir des villes moyennes avec des opportunités de dynamique économique intéressantes. Et ça, c'est à vous de les trouver aussi dans les régions dans lesquelles vous êtes. Mais clairement, on peut trouver des villes moyennes pas très loin de grosses villes qui peuvent s'apprécier fortement dans les 10, 15 prochaines années. Et 10, 15 ans, c'est ce dont on se parle quand on parle d'investissement immobilier. Voilà, si votre vision, elle est plutôt à 5 ans, je dirais que franchement, il faut rester sur une stratégie court-termiste quoi qu'il en soit, parce que vous ne trouverez pas votre bonheur finalement dans ces villes-là. On a dans ces villes-là une tension locative qui est correcte, donc c'est pas la méga tension locative, euh, c'est pas non plus la grosse difficulté pour aller louer comme dans des petites villes parfois. Donc vous allez avoir ce qu'il faut, en tout cas, pour louer sans vacances locatives, ou en tout cas, si vous en occupez bien, sans vacances locatives. Si vous laissez un peu traîner, un peu de vacances locatives, mais franchement, c'est vraiment très, très relatif dans ce type de ville. Si vraiment vous faites bien le job, vous pouvez louer très, 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 très vite. Et puis, vous pouvez avoir aussi plus de choix de profils de locataires, moins que dans des grandes villes, mais vous aurez quand même le choix parce que dans ces villes moyennes, il y a des gens qui juste s'y logent mais n'y travaillent pas. Il y a des gens qui travaillent parce qu'il y a une vraie activité économique. Il y a des gens qui étudient parce que dans certaines villes moyennes, il y a des campus universitaires ou des branches d'une université d'une grande ville, par exemple, qui va s'implanter dans d'autres villes autour. Il y a des stages, il y a des alternants pour les petites surfaces, là j'entends. Il y a aussi des couples qui se mettent ensemble et qui n'ont pas les moyens de se loger dans les grandes villes, mais ils veulent pas non plus aller en campagne parce qu'ils n'ont pas l'envie d'une maison, du chien et des enfants. Donc, ils ont envie d'être dans une ville où ça bouge un peu, mais ils n'ont pas les moyens de se loger dans une grande ville. Donc, il y a pléthore quand même de choix au niveau de la typologie des locataires. Voilà pour la stratégie hybride. Je vous ai mis un exemple chiffré d'un investissement qui pourrait convenir à une stratégie hybride. On est par exemple sur un total projet à 135 000 €, un apport contenu de 20 000 €. Donc là, on est à moins de 20% d'apport. On est un peu plus de 10, je ne sais pas, ça doit faire autour des 15. On est avec un loyer annuel de 8 280, ça doit être 690 €, un truc comme ça par mois. Donc là, ça serait par exemple un T2 dans une ville moyenne. Charge annuelle 1 330 €, remboursement de l'emprunt avec sur 25 ans, 3,5% plus 0,15 d'assurance, 7 082 €, ce qui nous fait un effort annuel, donc un cash flow négatif de 132 €. Hein, autant dire que c'est que dalle, c'est 11 € par mois. Donc on va dire que c'est un investissement qui est à l'équilibre, hein, qui est un autofinancement. Donc c'est le but d'une stratégie un peu hybride. Donc, on a un rendement brut sur le coût total. Le coût total, c'est quoi? C'est l'achat, les travaux, les honoraires d'agence éventuels, les frais de notaire, plus les frais de garantie bancaire, les frais de dossier bancaire éventuels et le mobilier, parce que là, on considère que c'est de la location meublée. Donc, vraiment, c'est un rendement brut qui comprend tous les coûts d'acquisition, tous les frais relatifs à l'acquisition. Donc, on est à 6,15. Ce qui fait qu'on a d'ailleurs peu de différence entre le brut et le net, puisque on considère vraiment que dans le brut, on met tout à la base. Et puis un rendement net avant impôt, donc considérant que c'est du LMNP sur le fonctionnement actuel, on est à 5,16%. Quand on regarde, ce qui est intéressant, c'est ce facteur-là aussi très intéressant, c'est quel est le rendement sur mon apport initial, sur les 20 000 € que j'ai mis, versus si je les pose en bourse, si je les pose ailleurs, si je les pose dans des SCPI, etc. Qu'est-ce que ça va me générer? Ben là, en fait, sur ce projet-là, donc j'ai pas mis tout le détail, on n'avait pas trop de place, mais quand vous faites le calcul de tout l'enrichissement latent que je vais vous présenter après, vous êtes à 13%
de rendement annuel sur 10 ans environ, 13 et quelques. Voilà, donc c'est quand même, assez intéressant puisqu'on voit que grâce à l'effet de levier, grâce, on va le voir, au capital amorti, aux plus-values latentes et malgré, l'autofinancement ou le léger effort d'épargne, on reste sur un rendement sur ces 20 000 € qui sont très, 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 très intéressants et c'est là tout l'avantage de l'effet de levier évidemment en immobilier. Mais c'est pas le sujet du jour. Vous savez très bien qu'en immobilier, l'emprunt, c'est vraiment la clé. L'enrichissement latent justement, si vous devez retenir une chose, je pense, de ce webinaire, c'est ça, c'est comment calculer l'enrichissement latent. L'enrichissement latent, c'est 3 piliers. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle, j'aime pas trop appeler ça comme ça, mais bon, c'est parce que tout le monde l'appelle comme ça, malheureusement. Donc, c'est le cash flow. Donc, ça va être quoi le cash flow? C'est les loyers que j'encaisse moins toutes les charges. Dans toutes les charges, il y a quoi? Il y a mes échéances de prêt, le remboursement de l'emprunt, il y a mes charges de copropriété, il y a mes charges d'exploitation. Donc, ça peut être l'assurance propriétaire non occupant, par exemple. Ça peut être, je sais pas moi, l'électricité, si vous payez l'électricité, ou Internet, etc. Les taxes foncières, toute autre charge, on va dire, relative à l'exploitation du bien pour que vous puissiez le louer à tel prix. Donc ça peut être positif comme négatif. Donc soit vous partez avec du moins, soit vous partez avec du plus. Et ça, vous pouvez le calculer, l'enrichissement latent, sur la durée, vous pouvez, de manière hypothétique, que de détention moyenne d'un bien, 10 ans, 15 ans, 20 ans, etc. Vous faites plusieurs hypothèses. Ensuite, le deuxième pilier important de l'enrichissement latent, c'est le capital. Et si il est plus large sur la présentation, c'est parce que c'est pour moi le plus important. Le capital que vous remboursez, à la banque, c'est quoi? Ce sont vos échéances de prêt moins les intérêts. Donc, si vous prenez un tableau d'amortissement, vous allez voir une colonne globale échéance mensuelle, vous allez voir une colonne globale euh, capital amorti, capital remboursé, et vous allez avoir une colonne intérêt. Et puis après, vous avez une colonne capital restant dû qui fait à chaque fois, finalement, euh, qui vient vous dire qu'est-ce qui vous reste à rembourser chaque mois. Donc, vous prenez ce capital remboursé qui va se bonifier dans le temps. Donc, plus vous allez garder votre investissement longtemps, plus la part de capital va être importante. C'est aussi pour ça que l'immobilier, encore une fois, c'est du temps long et que les stratégies court-termistes ne peuvent pas se baser sur ce genre de critères et qu'elles doivent générer du premier pilier excédentaire, à savoir du cash flow. Donc, pour finalement ce capital, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est quand même payé pour tout ou partie, dépendamment de la typologie d'investissement, par les locataires. C'est ça l'effet de levier aussi. Il augmente avec le temps, comme je le disais, et donc vous maximisez votre effet de levier quand vous avez un emprunt qui est plus conséquent. Alors, il est payé par tout ou partie des locataires, oui, mais attention, c'est quand même vous qui le devez à la banque. Donc, si vous avez de la vacance locative, si votre locataire ne paye pas, c'est quand même vous qui devez assumer ça. Donc voilà, je préfère toujours le dire parce que c'est pas acté que le locataire vous paye toute la vie, toute l'année. Franchement, les impayés, ça reste anecdotique, surtout sur des typologies d'investissement où on ne prend pas trop de risques, mais plus vous prendrez de risques, plus aussi vous vous confronterez à des risques d'impayés. Et puis le troisième, c'est la plus-value latente. Si vous regardez l'historique des prix de l'immobilier en France sur des périodes assez longues, on va dire, je prenais 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, vous verrez que les prix de l'immobilier sont toujours à la hausse. Encore une fois, on parle de moyen long terme. On ne regarde pas des épisodes de 2 ans, 1 an, 3 ans. Ah, mais l'année dernière, c'était plus cher, c'était moins cher. Non, l'immobilier, c'est du temps long. 20 ans à l'échelle de la préhistoire, c'est que dalle. Donc, regardez-le vraiment sur des périodes assez longues, considérant que vous détenez un bien immobilier 10, 15, 20 ans. Donc, il faut, pour calculer cet enrichissement latent à 10 ans, 15 ans, etc., donc vous mettez cette échéance, 10, 15 ou 20, et vous regardez à combien le marché, selon vous, peut s'apprécier dans telle et telle ville. En vous basant sur l'historique, c'est une chose, mais en tout cas, ça ne présage pas du futur. Mais vous pouvez aussi voir quelles sont les dynamiques qui vont s'opérer sur telle et telle ville, comparer les villes entre elles, et aussi comparer la tension locative. Parce que plus c'est difficile de se loger, plus aussi les prix devraient augmenter, puisque finalement,
il va y avoir une grosse tension sur le logement avec une rareté des biens qui va se faire et plus un bien est rare, plus il coûte cher. En fait, plus un bien mobilier ou immobilier, peu importe, un objet est rare, plus il coûtera cher. Voilà. Et donc ça vous permet, en anticipant un petit peu l'évolution du marché comme ça, de l'appréciation, de savoir à la sortie combien vous allez pouvoir récupérer. Faites des hypothèses optimistes, pessimistes, moyennes, réalistes, voilà, mais en tout cas faites-les et incluez tout ça à l'intérieur. Il y a des questions. Il y a une question de Nadia. L'enrichissement latent ne se concrétise finalement que dans le cas d'une revente ou par la hausse du loyer. La stratégie hybride suppose donc une revente. Alors, en fait, toute stratégie immobilière suppose une revente parce qu'en fait, je connais personne qui a acheté un bien et qui est mort avec. Heu, voilà, je ne connais pas de gens, en tout cas dans les gens qui aujourd'hui regardent le webinaire ou les gens qui s'intéressent à l'investissement locatif tel qu'on le pratique aujourd'hui, c'est-à-dire pas des gens qui ont des biens de famille et autres. Je connais personne qui a acheté un bien et qui l'a gardé jusqu'à la fin de sa vie. Bon, après, je connais aussi plus de gens vivants que morts, mais a priori, on garde. Déjà, vous allez devoir arbitrer pour des raisons fiscales, vous allez devoir arbitrer pour des raisons aussi de vie, d'aléas de la vie, etc. Donc, on garde jamais un bien. Donc, il y a toujours un moment où on doit le vendre. Et des fois, on doit le vendre par urgence. Et c'est là où c'est le pire. Parce que si vous avez acheté un truc qui ne s'est pas apprécié, qui est hyper difficile à revendre, pour le vendre, vous allez devoir faire encore plus de sacrifices. Et là, vous allez même éviter de calculer quel est l'impact sur le rendement annuel moyen durant la durée de détention, parce qu'en fait, sinon, vous allez vous dire que vous avez fait vraiment un investissement qui était archi pourri. Donc, vous ne le ferez même pas. Donc, en fait, vous ne serez même pas conscient de ça. Vous serez juste conscient que vous avez perdu de l'argent. Mais vous serez conscient, enfin, vous allez vous dire que vous avez fait un bon rendement et que vous avez perdu de l'argent à la sortie. Mais en vrai, c'est que vous avez fait un rendement pourri quand vous réintégrez cette moins-value. Donc, voilà, non, donc non, en fait, c'est pas une stratégie qui va impliquer la revente d'un bien. La revente d'un bien doit toujours s'estimer, quoi qu'il en soit, dans n'importe quelle stratégie. Et clairement, sur une stratégie à cash flow, on le verra dans les exemples après, on va considérer que le marché ne s'apprécie pas. Donc il y a zéro plus-value à la sortie. Parce que c'est souvent le cas sur ce type d'investissement. Cet exemple est dans quelle ville en Occitanie? J'ai pas de ville, j'ai pas de ville. Il y a des gens qui sont en dehors de l'Occitanie ici, qui connaissent pas aussi, donc j'ai pas de ville particulière, mais ville moyenne entre 40 000 et 100 000 habitants. Ça peut être en Occitanie ou ailleurs. Heu, voilà, il y en a partout en France, des villes comme ça. Donc c'est pas réservé qu'à l'Occitanie, bien évidemment, même si l'Occitanie est une région où il y a beaucoup de tensions locatives, notamment la Haute-Garonne, évidemment, autour de Toulouse. Voilà. Heu et puis il y a Roman qui nous dit, à Albi, par exemple, oui, Albi peut être une ville effectivement d'Occitanie qui est une ville un peu moyenne avec pour une stratégie hybride intéressante, voilà, avec, du vrai patrimoine et heu et ça peut être effectivement un bon exemple. Donc ça répond aussi à la question de Nadia. Alors, cas concret justement, pour, rentrer un petit peu plus dans les chiffres. 3 cas concrets qu'on a opérés avec Artae. Hem Un premier cas dans une ville de moins de 10 000 habitants, un deuxième cas dans une grande ville, un troisième cas dans une ville moyenne, comme je disais, 40 à 100 000 habitants. Dans le premier cas, on a un T2, 35 mètres carrés, plutôt fonctionnel, qui est lui exploité en location courte durée, qui fait partie de ces stratégies qui permettent de générer du cash flow et finalement, on va dire, de répondre à une stratégie court-termiste. Pourquoi court-termiste? Déjà parce que la courte durée est sur la sellette au niveau fiscal. Deuxièmement, parce que, la courte durée, est de plus en plus concurrentielle. Et troisièmement, parce qu'elle demande quand même beaucoup plus d'investissement à titre personnel, heu et donc de charges physiques et mentales, sauf à la déléguer et en l'occurrence, si on délègue tout, ça reste moins intéressant, donc on retombe moins dans cette stratégie à cash flow et court-termiste. On peut automatiser des choses, certes. Automatiser, ça veut dire aussi être dépendant d'outils. Ça veut dire, aussi, qu'on s'enlève pas forcément toute la charge mentale parce que quand il faut répondre à une question, aujourd'hui l'automatisation, elle est pas capable de le faire, quand c'est une question qui est pas, question basique. Donc, envoyer des infos, c'est très simple. Répondre à des questions, ça reste un humain qui doit le faire aujourd'hui. Quand il faut intervenir aussi, quand il y a des problématiques de boîte à clés qui sont fracassées aussi.
Là, par exemple, je vous prends un exemple sur Toulouse. La ville de Toulouse a décidé, ça y est, de supprimer toutes les boîtes à clés qui étaient sur le domaine public et sur le mobilier urbain. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus aucune boîte à clés qui va rester sur le mobilier urbain. À partir de mi-décembre, ils vont couper à la pince Monseigneur. Ils vont couper toutes les boîtes à clés. Ils l'ont déjà fait, par exemple, à Montréal, au Canada. Ils l'ont déjà fait depuis au moins 4 ou 5 ans. Ça a déjà été opéré. Ils ont fait le ménage partout. Ici, on y vient. On y vient dans les grandes villes. On y viendra dans les villes moyennes. Et on y viendra peut-être dans les petites villes aussi. Donc aujourd'hui, c'est attention, quand je dis court-termiste, c'est court-termiste. Vous ne pouvez pas capitaliser sur un revenu, un investissement immobilier à long terme sur une stratégie courte durée, c'est pas possible. Voilà. Donc ça doit être le bonus. Tant qu'il y a un bonus à prendre, prenez-le. Mais encore une fois, il y a du risque associé sur la durée. Aujourd'hui, en tout cas, cet investissement, considérant cette stratégie, pour un coût total projet de à peu près 107 000 euros, avec un apport, on vous a mis des apports qui est à peu près équivalent sur les 3 projets, un apport de 10 000 euros, ce qui est le minimum, hein, je veux dire, faut pas se voiler la face. Si vous n'avez pas aujourd'hui 10 000 euros à mettre dans un projet immobilier, ne faites pas d'immobilier. Voilà, c'est pas pour vous. Il faut un minimum de cash quand même pour investir dans l'immobilier. Cet investissement, il génère 300 euros de cash flow par mois une fois que tout est payé. Donc les frais de ménage, etc., etc., etc. Ça fait quand même 54 000 euros sur 15 ans de détention. C'est pas mal. Donc on a mis 15 ans de détention partout pour que vous voyez quand même que l'immobilier, c'est une stratégie avec un peu de temps et d'inertie. Donc sur 15 ans, ce monsieur, il va amortir 47 779 euros grâce au remboursement de l'emprunt avec les taux que je vous ai donnés tout à l'heure. Hein. On a pris les mêmes taux pour lisser, pour vraiment faire un truc très comparable. Hein, de ne pas dire, bah, toi c'était en 2021, toi c'était en 2023, etc. Plus-value latente à 15 ans, comme je vous le disais, on a considéré que ce marché-là, dans une ville de moins de 10 000 habitants, n'allait pas s'apprécier dans le temps. Donc ce monsieur-là, dans 15 ans, revendra au même prix qu'il a acheté. On pourrait considérer que le prix baisse aussi. Hein. Il y a des villes, c'est le cas. Il y a des typologies de biens dont c'est le cas. Je parle des Pinel, par exemple, des anciens défisques, même dans des grandes villes. Mais ça peut être aussi le cas de villes qui vont être en déclin dans les années à venir. Voilà. Donc c'est le cas. Il y a des grosses villes, enfin des grosses villes moyennes, on va dire, en France, qui ont aussi eu cette problématique-là et qui l'auront peut-être encore dans les années à venir. Voilà. Et notamment les grosses villes qui sont tirées par une seule industrie, par exemple, ou un seul marché, c'est très très compliqué de durer dans le temps et de faire en sorte que les gens restent. Et donc, quand on fait ces 54 000 euros de cash flow, plus, ouais, c'est ça, c'est 54 000 euros de cash flow, plus les 47 779 euros, vous avez un enrichissement latent à 15 ans qui est de 110 779 euros, puisqu'on a donc zéro de plus-value latente à associer. Donc, rappelez-vous, premier pilier, le cash flow, deuxième pilier, le capital amorti, qui est le plus important. Et pourquoi c'est le plus important? Parce que c'est le seul qui est certain. C'est aussi ça. Parce que là, on voit qu'il est moins important que le cash flow dans le temps, mais le cash flow, il est hypothétique. Beaucoup plus que le remboursement du capital amorti, puisque le tableau d'amortissement, lui, il ne bougera pas. À moins de faire des modulations, d'échéances, etc., il ne bougera pas. La plus-value, elle est aussi hypothétique. S'il faut, il y en aura. S'il faut, il y aura de la moins-value. On considère que là, ça va être zéro. Ce qui ne bougera pas, c'est le capital amorti. C'est le vrai pilier de l'enrichissement latent, le vrai pilier de l'investissement immobilier. Donc 111 000 euros quasiment d'enrichissement latent à 15 ans. On ne rentre pas dans les notions de fiscalité, d'imposition, etc. Déjà, c'est très mouvant, surtout en ce moment. Donc voilà, on ne va pas rentrer là-dedans. On parle de choses brutes. Sachez quand même qu'il y a un abattement pour durée de détention sur l'imposition de la plus-value et qu'à 15 ans, l'abattement est déjà un petit peu sympa puisque ça fait déjà 10 ans que l'abattement a démarré puisqu'il démarre après 5 ans de détention. Cet investissement, il répond à un client qui est chaudronnier, soudeur aéronautique et dont c'est le premier investissement. Peut-être qu'il ne répondrait pas du tout à votre typologie de profil, à vos objectifs, à votre horizon d'investissement. Et ça, c'est important aussi de vraiment recentrer votre propre besoin sur la typologie d'investissement qui peut vous convenir et aussi l'appétence ou l'aversion que vous avez pour tel ou tel type de marché, de ville ou typologie de bien ou même de locataire. Vous avez ensuite au milieu la version plutôt patrimoniale, qui est là un studio dans une grande ville. Studio de 20 mètres carrés, exploité en location longue durée, meublé, classique. Coût total du projet, 163 000 euros, donc quand même 50% plus cher que le premier projet. Apport 10 000 euros également.
et un cash flow négatif de 237 € par mois, soit 42 660 € d'efforts à faire, à lisser sur 15 ans. Je m'arrête 2 secondes là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce client aurait pu faire le choix de mettre plus d'apport au départ pour faire moins d'efforts chaque mois. Mais finalement, il préfère faire l'effort, et il a raison, il préfère faire l'effort chaque mois, petit à petit. Pourquoi? Parce que, son effort va s'amoindrir dans le temps. Là, on l'a pas considéré. On a considéré, pire des cas, c'est 237 tout le temps, parce que ses loyers vont augmenter dans le temps. Donc si les loyers augmentent, mais que les charges, elles augmentent aussi de manière, proportionnelle, mais moindrement, puisque les charges pèsent moins que le montant des loyers, OK. Mais ce qui ne va pas augmenter, c'est la mensualité de crédit. Donc le remboursement du capital, lui, va augmenter, pas de souci. La mensualité, elle va stagner et vos loyers vont augmenter à côté. Donc finalement, l'un dans l'autre, l'effort d'épargne l'effort de l'apport qu'il aurait mis au départ serait beaucoup plus important que l'apport cumulé qu'il va mettre tout au long du projet. Capital amorti 75 848 € sur un tableau d'amortissement avec les mêmes données indicateurs qu'on a pris tout à l'heure, 25 ans, 3,5 plus 0,15. Plus-value latente à 15 ans, 74 000 €, donc quasiment identique d'ailleurs au remboursement du capital, considérant que le marché de cette ville-là va prendre 3% par an sur 15 ans. Les 3% par an, c'est 3% sur 3% sur 3%, etc., etc. C'est le principe comme des intérêts composés en bourse, c'est-à-dire que vous avez un bien qui vaut 100, il prend 10% l'année d'après, il vaut 110. S'il prend 10% sur les 110, il ne prend plus 10, mais 11, etc., etc., etc. Donc, ça va augmenter de manière très exponentielle. Donc, si on additionne l'effort d'épargne qui peut paraître faramineux, versus plus 300, on est à moins 237, ça fait un gap de 537 € entre les deux investissements, qu'on peut se dire qu'il est beaucoup moins rentable, mais en soi, in fine, pour un apport identique, et encore une fois, on revient sur le rendement sur les fonds propres initial, parce que c'est ça aussi qu'il faut considérer, pour un apport identique, vous vous retrouvez à la sortie avec un enrichissement latent qui est équivalent, ou quasi équivalent. On ne va pas pinailler pour 2000 balles sur 15 ans. Donc, quasi équivalent. Avec un bien qui est placé dans un endroit, on va dire, assez exceptionnel, qui, en plus, quand vous allez revendre là, à 15 ans, va se vendre en 3 minutes, versus l'autre qui aura plus peut-être de mal à se vendre, parce que la ville ne sera peut-être plus à la mode, parce que peut-être qu'il y aura trop de biens sur le marché pour pas assez de demandes, parce que les gens auront délaissé cette région-là ou cette ville-là, etc. Donc, voilà, mais c'est pas grave. Lui, il aura pris son cash à court terme, il aura assumé son risque sur la partie long terme, pas de problème. L'autre aura fait son effort tout le long et aura pris à la sortie avec une certaine liquidité. Cet investissement, il correspondait beaucoup plus dans la vision à notre client qui est un cadre français expatrié au Canada. Voilà. Donc, il avait envie plutôt de sécuriser son investissement, de sérénité, et il pouvait aussi se permettre de faire l'effort, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc ça doit encore une fois répondre à votre objectif et à votre profil. Et puis on a le troisième projet qui est dans une ville moyenne, qui lui est un T2, qui fait aussi dans les 35 mètres carrés, un peu plus je pense, une quarantaine d'ailleurs, qui est lui exploité en location longue durée. Le coût total du projet est entre les deux, mais il se rapproche quand même du patrimonial, 140 000 €. Là, on a un apport qui est un peu plus conséquent, 20 000 €, pour avoir un effort d'épargne qui est de moins 37 €, donc 6 660 € sur 15 ans, ce qui est que dalle. Autant vous dire que c'est en autofinancement. En tout cas, avec l'augmentation des loyers, en 2 ans, potentiellement, il peut être en autofinancement. Donc, considérons qu'il est en autofinancement. On a un capital amorti sur 15 ans, 59 000 €. Plus-value latente, 41 500 €, considérant que ce marché-là va prendre plus 2. Mais une ville moyenne, on peut considérer qu'elle prend 1, 1,5, 2, 2,5, 3, si c'est une dynamique exceptionnelle. Là, c'est une ville moyenne qui peut facilement prendre entre 2 et 3, compte tenu de tous les projets structurants dont va bénéficier la ville dans les 10 prochaines années. Donc, on est parti sur un truc qui est plutôt réaliste, même voire conservateur, puisque c'est une ville qui pourrait s'apprécier autant que la grande ville d'à côté. Et donc, l'enrichissement latent à 15 ans, il est de 94 000 €. Donc, il est un petit peu moindre, c'est sûr,
qu'à côté des 2. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'il faut retenir, c'est, heu, que vous ayez finalement 300 € de cash flow, que vous soyez en autofinancement ou que vous ayez un effort d'épargne de 237 € à faire par mois. Finalement, à la fin, la rentabilité du projet, si vous faites le calcul, sur l'apport que vous avez mis au départ, c'est quasiment la même. J'aurais pu mettre 10 000 € d'apport d'ailleurs sur le dernier, ça aurait été plus cohérent. Si je mets 10 000 € d'apport, je pense qu'on sera à peu près pareil, hein, autour des 90 000 – 95 000 €. Donc si on calcule un rendement sur les fonds propres, on sera très, très bon sur le rendement annualisé. Voilà, je ne sais pas si ça a été clair pour tout le monde. Il y a une question de JM. Pour le profil des Français à l'étranger, je ne suis pas sûr que les conditions d'apport et taux d'intérêt soient les mêmes. Alors, ça dépend. Ça dépend. Nous, on accompagne pas mal d'expatriés. Ça dépend. Il y a des banques qui sont déjà plus à l'aise avec certains pays que d'autres. Et on peut typiquement trouver des partenaires qui financent sans apport. Ça dépend aussi toujours pareil des profils, des garanties qu'on peut avoir, des revenus et en fait sûrement, enfin pas sûrement, mais tout le temps, très clairement, de on va dire de la relation commerciale que peut envisager la banque avec cette typologie de profil. Si c'est un profil qui vient juste faire un invest dans cette banque et qui vient juste prendre un prêt, franchement, c'est quoi l'intérêt commercial de la banque? Il n'y en a pas. Donc, il faut arriver à démontrer pour les expatriés quel est l'intérêt commercial pour la banque de financer un expatrié qui n'a plus rien en France, hormis ça, qui a plus d'intérêt en France, qui a plus de revenus en France, etc. Donc, il faut arriver à trouver, on va dire, des contreparties, des éléments de négo. Ça reste une discussion. Il faut que ce soit gagnant-gagnant. La banque, elle n'est pas là que pour prêter du fric et prendre des taux d'intérêt. Elle est là aussi pour vraiment nouer une relation commerciale et c'est ça qui est important pour les expatriés. Nous, on a pas mal de clients expatriés dans différents pays du monde. Il y a des pays où c'est plus compliqué que d'autres, je ne vous le cache pas. Il y a des pays qui sont même sur la liste noire des banques françaises, etc. C'est plus compliqué. Mais on va dire que la plupart des pays après développés, faciles et connus, prêtent. Voilà, mais après, ça dépend, toujours pareil, de chaque profil. Et c'est comme un profil franco-français, on va dire, qui habite ici. C'est pareil. On aura toujours des emprunts et des relations différentes selon son profil et ses garanties. Quelle banque finance les expats en Europe? Donc, si tu veux dire un expatrié français qui est en Europe pour investir en France, si c'est ça que tu veux dire, la plupart. Franchement, la plupart. Honnêtement, on a pu faire financer des clients avec la plupart des banques. C'est plutôt le pays d'origine qui va poser un problème souvent. Enfin, le pays d'origine, le pays dans lequel l'expatrié vit, plutôt que la banque en soi ici. Voilà. Et il y avait une autre question de Myriam. Avec un futur incertain politique et écologique, vaut-il mieux avoir une entrée d'argent aujourd'hui, stratégie cash flow, ou faire un effort d'épargne aujourd'hui pour avoir une plus-value latente plus tard? Eh bien, les deux, Myriam. Les deux. Les deux, alors c'est à la fois une réponse de Normand, mais je suis toulousain. Mais c'est les deux dans le sens que dans le monde de l'investissement, il faut couvrir son risque et il faut diversifier. Vous pouvez avoir une appétence à la pierre et à vouloir faire plus de patrimonial. Certes, faites 70% d'investissements patrimoniaux et 30 à cash flow, par exemple. Et vous pouvez avoir un besoin de trésorerie ou alors ne pas croire en l'avenir et faire un truc plutôt 80% court terme et 20% plutôt patrimonial. Mais quoi qu'il en soit, faites les deux. Faites-vous aussi votre propre idée. Commencez par l'un ou par l'autre. On pourrait dire, voilà, ça pourrait être la question. J'ai envie de dire, commencez par celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Mais peut-être après, venez quand même diversifier derrière. Voilà. En fait, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette magique pour faire plus d'argent qu'un autre ou pour faire mieux qu'un autre. Je dirais, faites-le juste intelligemment et en sécurisant votre risque. Voilà. Et tu disais, Myriam, avec les taux d'intérêt aujourd'hui plus élevés versus ces dernières années, mais encore correct, est-ce que ça limite stratégie à cash flow? Clairement. Clairement. Clairement, c'est-à-dire que
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà, l'investissement sans apport, c'est plus compliqué d'être en autofinancement sans apport, même dans les petites villes, au final. Donc oui, ça limite et puis le coût de l'argent impacte vraiment, vraiment. On le voit nous sur nos tableaux de simulation quand on simule des hypothèses pour des clients, dès qu'on change le taux, ça change totalement, on va dire la trésorerie, excédentaire du projet ou en tout cas l'effort d'épargne, ça limite l'effort d'épargne parfois. Mais ce qui est clair, c'est que l'investissement, lui, il a pas bougé, c'est le même. Donc c'est le même bien au même moment, on le loue le même prix, on l'achète le même prix et cetera. C'est juste la manière dont vous allez le financer qui est différente et qui va pouvoir impacter effectivement, finalement la rentabilité à terme du projet. Ce qui est sûr, c'est que, si vous faites pas l'effort au départ, vous devez le faire chaque mois et il y a voilà, donc c'est un juste équilibre à trouver entre l'effort d'épargne, l'apport initial et cet équilibre, souvent, il se trouve autour de l'autofinancement quand même. C'est pour ça qu'une stratégie hybride, ça a souvent du sens ou en tout cas, avoir un patrimonial, un cash flow, ça revient à avoir une stratégie hybride sur son patrimoine, même si c'est pas sur un seul et même bien. Nelson, exactement. Au final, le mieux, est de mixer toutes les stratégies. C'est exactement ça, et ça vaut pour tout. C'est-à-dire, ça vaut pour, les types d'exploitation aussi, location courte durée, location longue durée, meublé, nu, colocation, déficit foncier et cetera. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses possibles en immobilier. Il y a aussi beaucoup, beaucoup, de raisons de se perdre, du coup. Commencez par quelque chose, faites-le bien, comprenez ce que vous faites et comprenez aussi les risques associés à cette typologie d'investissement et regardez comment les compenser sur un deuxième ou troisième investissement, par exemple. Voilà, pour moi, c'est à peu près ça la vision qu'il faut avoir. Et tu disais, Nelson, notamment pour quelqu'un qui voudrait aller vite dans le développement du patrimoine, commencer peut-être par empiler des lots dans des petites et moyennes villes et ensuite se sécuriser dans les grosses. Ça peut être l'inverse. Moi, j'ai fait l'inverse, par exemple. J'ai commencé par du très patrimonial. J'ai toujours fait des efforts d'épargne sur mes biens, même quand les taux étaient plus bas. Alors, quand j'ai commencé à investir, c'était à 5%. Donc, bon, évidemment, je faisais des efforts d'épargne. Mais, même quand les taux étaient plus bas, j'achetais des trucs assez patrimoniaux. Et voilà. Et après, j'ai commencé à modifier un petit peu et à venir compenser. Je pense qu'il y a pas d'ordre, en fait. Il y a juste, il faut juste être conscient de ce qu'on achète et de quels sont les impacts. J'enchaîne. S'il y a pas d'autres questions, mais allez-y, si vous en avez, vous pouvez les poser avec grand plaisir. Comment réussir votre investissement? Alors, plusieurs moyens de réussir votre investissement. Soit, vous apprenez par vous-même, donc livres, réseautage. Attention à la jungle des formations en ligne et des réseaux sociaux. Je vous parlerai aussi du sujet formation juste après. Définir sa stratégie, on l'a dit, objectif, horizon. Définissez votre budget global aussi, la ventilation, votre capacité d'emprunt, etc. Tout ça, c'est des calculs à faire de votre côté, qui ne regardent finalement que vous. Établissez des hypothèses d'investissement chiffrées claires. Prenez un petit tableau Excel. Vous arriverez à trouver plein de petits tableaux Excel simples. Sinon, nous, on a des tableaux qui sont beaucoup plus complexes et on va dire qui pourront avoir la vision court-termiste, moyen-termiste et long-termiste. Étudier des secteurs qui répondent à ces hypothèses. Parce qu'en fait, souvent les gens disent commence par le mauvais endroit. C'est-à-dire, ils vont dire c'est quoi la bonne ville où investir? Où investir? C'est toujours le truc où investir en 2000 machin, comment investir, etc. Alors nous, bon, on peut faire des appels comme ça pour vous aiguiller, mais en soi, dans toutes les régions de France, il y a toutes les stratégies. Donc c'est pas un problème. Ça peut répondre, en tout cas, toutes les régions de France peuvent répondre à toutes les stratégies. Ce qu'il faut, c'est définir ce que vous pouvez faire, ce que vous voulez faire. Et en fonction, ça vous indiquera des typologies de villes et de géographie. C'est comme ça que ça marche. C'est dans ce sens-là. C'est pas on commence par une ville et puis après on se dit ah ben tiens, il faut absolument investir par cette ville, dans cette ville. Non, parce que peut-être que ça correspond absolument pas à vos objectifs. Et puis après, ça va être sur le terrain, évidemment, visiter et vous entourer de partenaires compétents pour suivre toute la chaîne, y compris les travaux et la rénovation qui sont aussi complexes et qui sont vraiment, qui peuvent être très impactants aussi sur ce que vous avez prévu versus ce qui va vous arriver. Si vous manquez de temps, que vous n'avez pas le savoir, le réseau, que vous avez besoin d'aller vite, pas sur place, vous pouvez aussi déléguer tout ou partie d'un projet. Vous pouvez prendre du coaching au départ. Alors, on l'a vu, hein, si vous voulez tout faire tout seul, il y a la partie formation, etc. Mais vous pouvez aussi prendre du coaching.
vous faire coacher sur tout ça et puis après voler de vos propres ailes. Vous pouvez faire accompagner par des chasseurs, comme nous on fait par exemple, sur la partie recherche et acquisition. Vous pouvez vous faire accompagner sur notre filiale, par exemple, nous, dans les régions où on est, Artaï Intérieur, sur la partie travaux et rénovation. Et également sur la partie agencement, décoration et autres pour vraiment avoir un bien qui va se louer et qui va faire fureur sur le marché. Et également sur la gestion de votre bien et l'arbitrage pour la revente aussi, parce que souvent les gens veulent revendre tout seul. Et quand on veut revendre tout seul, on pense toujours qu'on va revendre plus cher que tout le monde et on n'y arrive jamais. Donc, il vaut mieux toujours se faire accompagner aussi par un professionnel. Moi, je suis toujours passé par des agents pour acheter, quasiment tout le temps, et toujours passé par des agents pour vendre, et ça, de manière générale. Parce que c'est leur métier et parce que vous avez peut-être autre chose à faire et surtout, vous aurez beaucoup plus d'affect qu'ils n'en auront sur votre bien. Et ça va être leur gros avantage aussi. Alors, pour le premier pilier, on a, nous, on répond à un besoin. En fait, Arta Immobilier, on est une entreprise d'investissement clé en main, donc c'est-à-dire que les gens nous déléguent absolument tout. Et il y a des gens qui veulent aussi faire un peu eux-mêmes ou qui veulent déléguer mais comprendre, monter en compétences aussi en même temps, même si les gens montent en compétences. Donc, on a lancé une académie Artae qui est un peu la famille Artae dans laquelle vous pouvez bénéficier d'absolument tout, on va dire, tout ce qu'on nous on fait au quotidien finalement, puisque ce sont des professionnels de l'immobilier, donc à savoir Thibaut qui est un des collaborateurs Artae et moi qui avons construit cette formation. Thibaut qui a une stratégie très cash flow depuis des années, moi qui ai une stratégie très patrimoniale. Et donc on a voulu faire des modules de formation et une communauté, c'est surtout ça qu'il faut retenir, au-delà de la formation, c'est la communauté, une communauté Artae qui pourra challenger toutes ces idées et qui vous démontrera aussi que finalement l'un ou l'autre, c'est pas juste un choix à faire. Les 2 peuvent coexister. Vous pouvez aussi avoir un besoin court-termiste une fois dans votre vie et puis un besoin long-termiste dans une autre période de votre vie et inversement. Donc on a créé toute cette académie sur artae.academy avec un Y, parce que ça n'existe pas en français, les noms de domaine en .academy. Donc vous avez accès à une communauté privée Artae, à des années d'expérience. Moi, j'ai commencé à investir dans l'immobilier en 2008. Thibaut, ça fait aussi une dizaine d'années qu'il a commencé à investir. Donc, des années d'expérience partagées dans des vidéos qui sont assez pédagogiques, des modules de formation qui vont être évolutifs dans le temps. Donc, en fait, quand vous rentrez aujourd'hui dans l'académie, vous rentrez pour la vie et vous rentrez pour consommer du contenu qui va être mis à jour régulièrement. Donc, évidemment, ceux qui rentreront plus tard rentreront pas au même prix forcément parce qu'il y aura beaucoup plus de contenu dans le temps. Mais aujourd'hui, vous avez déjà du contenu à consommer sur la partie immobilier. Il y a toute une grosse formation sur la partie financement aussi. Comment obtenir votre financement? Thibaut est un ancien banquier, un ancien formateur de banquier, donc il connaît très bien le sujet. Donc, tout un module de financement, tout un module immobilier avec des choses concrètes, puisque nous sommes des hommes de terrain. Nous sommes des hommes qui accompagnons des gens toute la journée, qui faisons ça pour nous, mais également pour des dizaines et je dirais centaines, si on prend plusieurs années, de clients tous les ans. Donc ça, c'est important. On va faire des lives réguliers. On va répondre aussi aux questions. Il y a un gros module communautaire dans la formation. Vous pouvez télécharger des supports, des fiches mémo PDF. Il y a des quiz. Voilà. Et surtout, vous accédez aussi à tout le réseau d'Artae on partage notre réseau partenaire. On partage aussi nos lectures. On partage nos ressources. On partage nos outils. Le tableau de simulation qu'on utilise pour nos clients, on le donne aussi. Et c'est 100% évidemment en ligne, accessible tout le temps. Et on a vraiment cette envie de créer une famille Artae pour partager avec vous notre savoir et que vous puissiez monter en compétence avec des gens qui, en l'occurrence, ne vous prendront pas l'une ou l'autre des stratégies, mais vous prendront tout simplement la stratégie qu'il vous faut à vous. Et puis, si jamais vous voulez déléguer votre investissement parce que vous n'avez pas le temps, etc., ce qui n'empêche pas de se former en amont, évidemment, vous pouvez nous confier l'acquisition, les travaux, l'agencement et la décoration l'une ou l'autre finalement on va dire, de ces 3 piliers ou toute la délégation d'un projet évidemment de A à Z puisque c'est notre métier. On fait ça tous les jours avec une quinzaine de collaborateurs chez Artae, voilà. Alors c'est gratuit pour discuter de votre projet. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous aussi. Vous allez sur artae.imo, vous pouvez cliquer sur prendre un rendez-vous. Ça se fait en 3 minutes, c'est gratuit et un de mes collaborateurs ou moi, ça dépend aussi des plannings de chacun, on pourra échanger avec vous sur les perspectives d'accompagnement.
y compris sur la formation si nécessaire, voilà. Et sur l'académie. Est-ce que vous avez des questions? Myriam, même avec un effort d'épargne chaque mois, est-ce que la banque est toujours favorable à prêter pour un nouveau projet immobilier? Question qui revient très souvent, question qui m'a agacé très souvent aussi quand je parlais de stratégie patrimoniale, parce que c'est en fait c'est un peu l'argument des formateurs de formation à cash flow qui vendent du rêve en disant ben, vous générez du cash flow, donc vous générez de la capacité d'emprunt, etc., etc. Oui. Alors, il y a d'autres moyens de générer des revenus qu'avoir du cash flow sur un investissement immobilier, surtout si on parle de 80 ou 100 euros par mois, ça ne va pas changer la donne. Mais surtout, ce que va voir la banque, et on en parle aussi d'ailleurs dans l'académie, ce que va regarder la banque, c'est comment elle peut se garantir sur l'argent qu'elle va vous prêter. Parce qu'en fait, que vous fassiez 50, 100, 200 euros de cash flow par mois, la banque, elle s'en fout, c'est pas elle qui va l'avoir dans sa poche, puisque si vous allez les dépenser au casino, c'est pas son sujet, c'est le vôtre. Ou si vous partez en vacances avec, c'est pas la banque qui va en bénéficier. Par contre, ce qu'elle va voir, c'est que si vous payez plus votre crédit, s'il y a des impayés, s'il y a des problématiques, il y a un défaut, comment elle fait pour récupérer tout ça? Ben, elle fait quoi? Elle saisit le bien, hein, souvent, parce que s'il y a une hypothèque dessus, par exemple, elle saisit le bien, elle le vend aux enchères et ce qu'elle veut, c'est le vendre vite et le vendre au meilleur prix. Donc si votre bien, il est rare, bien placé, il va s'arracher, y compris aux enchères, et souvent même il va se vendre plus cher aux enchères que le prix du marché, parce qu'il y a cet effet enchère sur un bien qui est rare. Donc en fait, la banque cherche des garanties. C'est ça qu'elle cherche. Donc encore une fois, Myriam, c'est toute une problématique de profil. Il n'y a pas de réponse universelle pour ça. C'est du cas par cas. Donc il y a des bases universelles évidemment, mais c'est du cas par cas. Si vous avez un effort d'épargne de 300 euros et que vous avez par mois, et que vous avez 10 investissements, donc ça vous fait 3000 euros d'effort par mois. En l'occurrence, si vous en avez les moyens en termes d'épargne, de sécurité financière, etc., pourquoi pas? La banque, en fait, si vous avez 300 000 de cash de côté sur un compte, la banque, même si votre taux d'endettement il est à 50%, elle vous prêtera. Il n'y a pas de problème. En fait, tout est question vraiment d'équilibre et encore une fois de négociation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai fini. Il nous reste 3 minutes, donc c'est cool. On est à l'heure. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, j'attends encore 10 secondes. S'il n'y a pas d'autres questions, merci à tous et à toutes d'avoir évidemment été là. Et vous recevrez le replay si jamais vous voulez repasser quelques trucs, parce que des fois je vais un peu vite. Il n'y a pas eu trop de questions non plus aujourd'hui, donc c'est vrai que peut-être qu'on n'a pas creusé des choses qui auraient mérité de l'être. N'hésitez pas à regarder le replay. N'hésitez pas, encore une fois, à nous contacter si vous souhaitez en savoir plus sur l'académie, qui peut vraiment aussi booster vos connaissances et puis vous aider à passer à l'action. Et puis n'hésitez pas aussi à nous contacter si vous souhaitez vous faire accompagner pour gagner du temps, aller très vite et confier tout ça à des vrais professionnels qui sont sur le terrain toute la journée. Voilà. Merci à vous. Je vous dis à très vite pour le prochain webinaire. C'est dans 15 jours. Et le sujet, c'est quoi, Laura? Un zoom sur l'investissement à Toulouse. Voilà. Donc, on parlera de la région toulousaine. Nadia qui posait des questions sur l'Occitanie. On reparlera, ce qu'on a déjà parlé, de la région toulousaine. Et on fera un zoom là-dessus. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.